beaucoup d'entreprises qui meurent avec leurs dirigeants, parce que si tu décèdes, dans certains business, si tu n'as plus de capitaine à bord, de pilote dans l'avion, tu peux te retrouver rapidement dans une perte de valeur pour l'entreprise, parce que les clients vont paniquer, parce que ça tenait beaucoup sur la personne du fondateur. Dans certains business, effectivement, il n'y a plus de fondateurs, il n'y a plus d'entreprise. Donc là, c'est pas tellement le droit qui va résoudre le problème, ça va être une solution d'assurance. Par exemple, tu vas prendre une assurance somme clé. Si le dirigeant décède avant tel âge, l'assurance paye telle somme aux héritiers, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand un dirigeant décède, l'administration elle prend une photo du patrimoine à la seconde où la personne est décédée. Si 6 mois après l'entreprise ne vaut plus rien, c'est pas le problème de l'administration. Il faut payer les droits sur la valeur au jour du décès. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel invité avec une nouvelle masterclass sur un sujet finalement assez peu connu chez les professionnels du chiffre, Olivier Pontenot. Salut Olivier, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Tu es notaire. Exactement. Bonjour Nicolas, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Écoute, j'aimerais qu'on puisse débugger un peu c'est quoi ce métier de notaire, mais aussi, comme beaucoup de professionnels du chiffre nous écoutent, et notamment des experts comptables, et des experts comptables, ils accompagnent des entrepreneurs, et bien aussi chacun son métier et son expertise. Je sais que dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'un individu en général, il se passe des choses. Il y a des naissances, il y a des décès, il y a tout un tas de sujets que le notaire a sous sa responsabilité. Mais du coup, j'aimerais qu'on puisse vulgariser un peu tout ça pour que nos auditeurs ils puissent en comprendre un peu plus sur ça. Est-ce que ça te va? Ah oui, ce sera un plaisir. Ouais. Commençons déjà par une première question. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire aussi qu'est-ce qui t'a ramené dans cette industrie du droit et notamment être notaire? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oui, oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Olivier Ponneau, je suis notaire à Paris 15e. J'ai 42 ans et donc je suis associé dans un groupe qu'on appelle Multi-Office. On a plusieurs études à travers la France qui s'appelle Acté Notaire Associé. Donc, il y a l'étude où j'exerce à Paris 15e et on a 2 études en Auvergne, également dans la région de Clermont-Ferrand. Donc, au niveau du groupe, on est une cinquantaine. On est également 6 notaires associés avec 2 notaires salariés également, et on s'est organisé sur un modèle de partage des compétences parce que les notaires et le notariat, c'est un métier qui n'échappe pas à, à une forme toujours plus exigeante d'expertise et de conseil, de demande de conseil de la part des clients. Donc, si on veut vraiment accompagner les clients sur la durée et sur la totalité de leur projet, il faut concentrer des compétences dans sa structure. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un groupe qui permet d'accompagner les clients vraiment dans l'ensemble de leurs projets familiaux, immobiliers et entreprises également. Alors après, sur le plan personnel, je suis venu au notariat. Comme beaucoup, j'avais 22 ans, je savais pas trop dans quoi m'orienter. J'ai essayé le droit public parce que je voulais faire le cursus Sciences Po, l'ENA, etc. Mais en fait, en étudiant le droit public, je me suis dit que c'était pas trop fait pour moi. J'étais pas trop dans ce mood-là. Et c'est au hasard, de stage et d'une 4e année de droit en fiscalité que j'ai commencé à découvrir le notariat. J'étais en contact avec des actes authentiques, des actes notariés, et j'ai fait ma 5e année, j'ai commencé à travailler en études, et puis après, ça m'a pris en fait. J'ai attrapé le virus du notariat, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés sur la profession moi-même avant de l'intégrer, on va peut-être en parler. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une longue période de salariat où j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup d'expériences dans différents domaines. Et puis, je me suis associé quand j'avais 38, 39 ans. C'est vrai que tu as raison, tu pointes du doigt le fait qu'il y ait des préjugés. Je vais pas te dire que j'en ai, ou en tout cas que j'en avais, mais j'ai la sensation que c'est une fonction qui est inaccessible, quoi. On peut pas y arriver. Comment on fait pour être notaire?
Ouais, c'est vrai que c'est une profession assez mystérieuse, hein. C'est-à-dire que à la fois tout le monde va croiser un notaire dans son existence, parce qu'à un moment donné, on va forcément avoir un projet, une succession à gérer, un mariage ou un divorce, hein, parfois, hein, malheureusement. C'est vrai que les gens se font une idée de la profession qui est quand même maintenant en grand décalage avec la réalité, c'est-à-dire qu'on est un peu resté sur les images des romans de Balzac, hein, avec des notaires du 19e siècle qui ont des armoires remplies de livres poussiéreux, alors que en fait c'est une profession qui est vraiment entrée de plein pied dans la modernité, hein. On est vraiment très équipé au niveau de la technologie et on est en mesure de proposer aux clients des solutions qui leur procurent beaucoup de valeur, mais on est quand même pénalisé par ce déficit d'image qui est un peu reflété par le film des Inconnus, hein, où en fait la scène chez le notaire, c'est un peu le cliché quoi qu'on a du notaire, Carrément. voilà, qui parle latin, qui est pas sympa, et puis qui nous présente une énorme facture à la fin du rendez-vous, quoi. Alors qu'en réalité, on a beaucoup de pédagogie à faire, mais historiquement, de par la réglementation, de par une culture quand même de la discrétion, du secret professionnel, parce qu'on est amené à quand même recueillir les confidences de nos clients, c'est vrai que la communication n'était pas quelque chose pour nous de naturel dans notre formation, dans notre éducation. Et je pense que on le paye aujourd'hui parce qu'on a beaucoup changé, mais pas dans l'esprit des gens. C'est marrant parce que ça me permet de rebondir, je pense que il y a pas mal de professions qui souffrent un peu de ça, de cette image. Les experts comptables, aussi, les avocats aussi. C'est marrant, on a quand même un peu la sensation que les métiers du droit ou du chiffre, c'est quelque chose de très, genre ça reste un peu «inaccessible» entre guillemets pour le commun des mortels. Hem et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu peur. Ben, la peur, en fait, tu as exactement donné le mot, c'est-à-dire c'est des métiers qui font peur aux gens, en fait. Et moi, c'est vrai que je m'en suis rendu compte une fois parce que j'avais travaillé avec un de mes copains qui est marchand de biens sur un dossier. Donc, il était venu avec ses clients acheteurs pour la signature. On avait déroulé le rendez-vous, ça s'était bien passé. À la fin, il m'avait dit, bon, on a attendu avec et j'ai senti qu'ils avaient peur dans la salle d'attente. Donc c'est vrai que ça impressionne. C'est le droit déjà est quelque chose qui peut impressionner, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui peut parfois être difficile à appréhender. Mais la fonction aussi impressionne, fait peur. C'est pareil pour les experts comptables, c'est pareil pour les avocats. On ne sait pas trop. Il y a un gros décalage de connaissances entre le client et le professionnel. Donc le client arrive sans savoir un peu comment les choses vont se passer et ce qu'on va lui dire, à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que ça impose quand même un gros effort de pédagogie aux nouvelles générations là, qui arrivent, parce que dans le monde contemporain où on a l'information comme ça, très accessible, en ligne, il faut absolument qu'on arrive quand même à mettre en valeur nos solutions. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la possibilité de poser sa plaque et de devenir notaire? C'est quoi le process? Alors c'est un métier, c'est une profession réglementée, hein, dans le sens où les notaires sont nommés par le ministère de la Justice. Et après, une fois qu'ils sont nommés, ils exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République, hein. On a des inspections tous les ans de nos comptabilités, de nos actes. Pourquoi? Parce que c'est une profession quand même qui passe, je crois, plusieurs millions d'actes notariés par an, hein. C'est vraiment, on est un peu les gardiens du patrimoine personnel des Français, de leur patrimoine professionnel aussi par voie de conséquence. On traite aussi dans nos études, parce qu'on gère les flux financiers de toutes les affaires, 600 milliards d'euros par an de capitaux. Donc c'est de l'argent, hein, 600 milliards d'euros. Carrément, là, c'est pas la petite tirelire, quoi, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a 600 milliards d'euros qui passent par nos comptabilités pour tous les dossiers qu'on traite. Donc on est vraiment très encadré, très surveillé.
À l'intérieur aussi, hein, on a des contrôles en interne, une discipline qui est vraiment draconienne. Donc, c'est vrai que c'est un métier où on a beaucoup de responsabilités à la fois juridiques et financières dans l'exercice quotidien de son métier. Donc, ça implique quand même de sélectionner les professionnels de façon très soigneuse, hein, pour ne pas mettre en péril ni la profession, ni les patrimoines des clients. Donc il y a déjà un bagage académique à acquérir, hein, avec un diplôme de notaire, hein, qui prend entre 7 et 8 ans d'études, avec un mémoire à réaliser. Après, il y a des critères d'années d'exercice, hein, en tant que collaborateur dans une étude. Et après, soit on est nommé dans le cadre d'une entreprise qu'on rachète, par exemple, hein, si tu t'associes avec une étude déjà existante, si tu rachètes une étude déjà existante ou si tu crées, parce que les pouvoirs publics maintenant créent régulièrement de nouvelles études qu'ils attribuent par tirage au sort à des nouveaux professionnels. Euh, avec toujours les mêmes critères d'exigence, hein, pas de casier judiciaire, expérience professionnelle, diplôme. Et c'est vrai que maintenant, l'accès à la profession est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années, hein, depuis une réforme, hein, qui a été menée à l'époque où le président actuel était ministre des Finances et qui a significativement augmenté le nombre d'études et de professionnels, hein. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même globalement un marché où il y avait une forme de pénurie, hein, pour les opportunités qu'on pouvait avoir en tant que jeune notaire avec une volonté d'entreprendre, alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant, hein. À partir du moment où on a une compétence ou une clientèle, ou les deux, hein, c'est encore mieux, avec une volonté de se mettre à son compte, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc c'est un métier assez paradoxal où on est dans une entreprise privée, donc on gère une entreprise de droit privé, hein, comme une entreprise normale, entre guillemets. On exerce en tant que professionnel libéral avec une nomination et un contrôle constant des pouvoirs publics. Donc on est à la lisière du monde public, du privé, et c'est une institution très complexe, hein, dans sa façon d'appréhender le métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas pour autant 100% dans le privé, on est à la lisière de plusieurs mondes, en fait, pour faciliter les relations entre le trésor public, les clients, les contribuables, les citoyens. Et ça fonctionne de façon assez harmonieuse depuis presque 1000 ans. Donc c'est une institution qui a prouvé son utilité, je pense. J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Pour ceux qui ne savent pas, concrètement, quels sont les services proposés par une étude? Tu vois? C'est quoi les services que vous êtes en droit de proposer? Ou alors, peut-être les services pour lesquels on doit passer par une étude? Et puis Ouais, peut-être, y a-t-il des services additionnels que vous pouvez proposer? Tu vois? Des ouais. choses qui ne sont pas forcément, dans le cadre où ça, c'est obligatoire. Effectivement, alors les notaires ont le monopole des actes notariés, hein, qu'on appelle les actes authentiques, c'est-à-dire que pour réaliser certains projets dans ta vie de citoyen ou dans ta vie d'entrepreneur, tu as l'obligation de passer par la signature d'un acte authentique. Donc un acte authentique, c'est un acte dont les conditions de signature, de préparation et de paiement au niveau des flux financiers se font sous le contrôle des autorités, hein. C'est-à-dire que la mission des notaires, c'est de diffuser dans la société toute la réglementation qui est décidée par les lois, les règlements, au niveau fiscal, au niveau du droit civil, pour que effectivement chacun
puisse honorer ses obligations de façon parfaite en réalité, hein, parce que le principe de l'acte authentique, c'est qu'il est parfait, il est incontestable justement parce que les notaires ont une parcelle de l'autorité de l'État pour les actes qui sont amenés à signer pour leurs clients. Donc, le cœur du domaine d'intervention des notaires, ça va être l'immobilier, déjà. Donc, tout ce qui va être achat immobilier, quand tu achètes, quand tu vends, tout ce qui va être également le droit de la famille, les contrats de mariage, aussi le règlement des successions, hein, quand il y a un décès, puisque s'il y a tout un système, hein, qui a été bâti pendant des siècles en France pour que la propriété, la propriété des citoyens soit incontestable et que la transmission d'une génération à l'autre se fasse de façon harmonieuse. En fait, ce qui n'est pas quelque chose qui coule de source, hein, c'est un système qui a été bâti vraiment pendant toute l'histoire de France, hein, en réalité. Et donc, le cœur, c'est l'immobilier, le droit de la famille, où là, effectivement, l'intervention du notaire est obligatoire pour un titre de propriété, un contrat de mariage, une donation, une succession. Donc ça, c'est le cœur historique du métier des notaires. Et à côté de ça, bah, comme ils sont en contact avec les problématiques quotidiennes, hein, que peuvent rencontrer les citoyens, les notaires ont aussi développé toute une expertise de conseil, hein, parce que c'est des métiers de pratique très opérationnels. On voit beaucoup de dossiers, beaucoup de situations différentes toute la journée. Donc ça nous amène à accumuler une forme d'expérience et donc à avoir des conseils à proposer aux clients. Donc par exemple, on va proposer aux clients qui achètent un bien immobilier, en plus, une prestation peut être de rédiger un testament pour que son patrimoine aille aux personnes qui souhaitent en faire bénéficier en fonction de sa situation personnelle. Donc ça, on n'est pas obligé d'aller voir un notaire pour ça, mais c'est quand même lui, parce qu'il règle des successions de façon quotidienne, qui va être le mieux à même de lui donner un point de vue pour le conseiller. Il y a toute une expertise aussi qui s'est développée autour de l'entreprise, puisque en réalité, les gens qui se marient, qui achètent des biens immobiliers, qui gèrent des successions, ben, parfois ils entreprennent également, c'est les mêmes gens, sauf qu'ils sont dans des univers différents. Et là, on a développé toute une expertise autour de la protection et de la prévoyance autour du chef d'entreprise, puisqu'en réalité, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde tous les contenus qui sont produits autour des chefs d'entreprise, on voit beaucoup de stories autour de voilà, j'ai été disruptif, j'ai fait face à la concurrence, j'ai cassé le marché. Mais en fait, souvent, on se rend compte que les gens ne se rendent pas compte que le danger, il vient de l'intérieur pour l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que on peut conquérir des marchés, avoir des produits révolutionnaires. Si on n'a pas pensé à l'avance comment pouvait se passer une situation où le chef d'entreprise tombe malade, ou il divorce, eh ben, l'entreprise peut péricliter vraiment très rapidement. Et donc, c'est vrai qu'on mène aussi un combat très important pour sensibiliser les chefs d'entreprise là-dessus, parce qu'en réalité, il y a un enjeu de valeur pour eux au niveau de leur patrimoine personnel, parce que dans leur psychologie, dans beaucoup de cas, autant ils sont très prompts à anticiper les évolutions de marché, les évolutions de leur personnel, mais ils n'ont pas toujours cette démarche-là sur eux, en réalité. Et donc, le notaire va l'aider à structurer son patrimoine par rapport à son couple, par rapport à ses enfants, pour que justement, en cas de problème, bah, les choses soient bien balisées et qu'il n'y ait pas une perte de valeur de l'entreprise d'une génération à l'autre, ou alors en cas de divorce, ou alors en cas de maladie, par exemple. J'ai noté plein de petits trucs dans mon carnet et du coup, j'ai 1000 questions qui viennent. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens, parce que ça peut être un peu ma marque de fabrique des fois. Heu, Déjà, j'aimerais comprendre, c'est quoi un contrat de mariage? Tu sais, heu,
je suis là, je vais faire une boîte, je vais tout défoncer, je vais tout Ouais. révolutionner, je vais devenir millionnaire, je vais disrupter mon marché. Bon bref, tu connais la chanson. Ouais, mais je vais me marier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un contrat de mariage, c'est quoi? Normalement, quand je me marie à la mairie, je sais pas, il y a les réductions, enfin, réduite aux acquets, Ouais. universelle du patrimoine et tout le tralala. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le contrat de mariage? Qu'est-ce qui protège? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, le contrat de mariage, en fait, c'est un document qui va servir à déterminer les relations financières au niveau du couple. C'est-à-dire que dans une relation d'amour, il y a aussi des questions financières à gérer. Et il faut se poser la question de comment vont se développer ces relations financières sur une longue durée, en réalité. Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Alors c'est vrai qu'en plus, le vocabulaire du Code civil n'aide pas à la compréhension, parce que c'est un vocabulaire un peu du 18e, 17e siècle, que les gens n'utilisent plus du tout. Et c'est vrai que quand on se dit je vais me marier en communauté d'acquet, je pense que le mot acquet, tu l'as jamais prononcé de ta vie avant de t'intéresser à ce sujet-là, quoi. Donc, Bah, carrément, hein. Quand je me suis marié, quoi, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Tu vois? «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Bon, écoute. alors déjà, le point de départ, c'est que le contrat de mariage n'est pas obligatoire. Il faut le savoir. OK. Si tu te maries sans contrat de mariage, tu vas être dans un système qu'on appelle de communauté légale ou communauté réduite aux acquets. Ça, c'est un peu l'appellation historique. Donc ça, c'est le régime des gens qui n'ont pas pris de décision particulière au moment de se marier. Et en fait, rien que ça, c'est un système, un fonctionnement qui est très méconnu de la part des citoyens, en réalité. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un système où tout ce que tu vas gagner à partir du jour où tu te maries est commun 50-50. Donc, même s'il y a un différentiel de revenus au niveau du couple, tout est mis dans un pot commun. Même si, par exemple, le salaire que tu touches, tu le mets sur un compte personnel qui n'est qu'au nom de Nicolas, il est quand même, dans le principe, censé appartenir aux deux époux. Donc ça, déjà, souvent, c'est une surprise hein, pour parfois les gens qui se séparent ou qui sont amenés à s'intéresser à ces questions-là. Et tu vas être aussi dans un système où tous les projets que tu vas mener vont être de façon automatique et obligatoire des projets communs, à de rares exceptions près. Le principe, c'est que tout est automatique et obligatoire et obligatoirement commun. Alors, ça peut poser problème à des entrepreneurs, notamment parce que maintenant, même si par exemple tu as créé une boîte avant de te marier, donc elle va être à toi, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais après, les flux de revenus que va générer cette entreprise vont tomber dans la communauté. Et notamment, si par exemple tu t'es endetté pour racheter cette entreprise ou pour investir dedans, et que ce prêt est remboursé grâce aux revenus de l'entreprise, ça veut dire que de l'argent commun a servi à rembourser un actif qui t'est personnel, et donc tu vas te retrouver dans une situation où au fil du temps, eh ben, il va y avoir un transfert de richesse entre ton patrimoine perso et le patrimoine commun, puisque cet argent commun, tu vas devoir dédommager ton couple si un jour tu te sépares, par exemple, pour tous ces revenus qui ont servi à rembourser ton patrimoine perso. C'est le cas aussi pour des gens qui ont du patrimoine immobilier qui a été acheté avec de la dette avant de se marier. Oui, c'est vrai, sur le principe, c'est un actif personnel, mais comme après c'est remboursé avec des loyers qui, eux, deviennent communs du fait du mariage, eh ben, mécaniquement, il y a une indemnité et financièrement, tu peux te retrouver au bout de 20 ans avec une propriété juridique, mais une propriété financière qui appartient aux deux époux. Ça veut dire que, dans ce cas de figure, imaginons que, tu as une, femme entrepreneuse qui, qui crée sa boîte, qui s'est mariée, qui crée sa boîte et puis en fait, on va inverser les rôles par rapport à l'image collective qu'on peut avoir. C'est elle qui ramène tous les flux financiers à la maison et c'est lui qui s'occupe des enfants, tiens et donc lui, il travaille pas. Donc ça veut dire que, imaginons qu'elle, elle a fait fortune et pendant 20 ans, elle a ramené l'argent à la maison, que lui, pendant 20 ans, il s'est occupé de la maison et puis, bah, hop, d'un seul coup, ça capote, bah, on s'entend plus, on divorce.
un patrimoine est constitué, là, à ce moment-là, c'est 50-50 par rapport à ce que tu m'as illustré tout à l'heure, ou pas? Oui, effectivement. Alors, ça peut être un deal hein, dans un couple. Hein. Effectivement, c'est un système qui n'a rien de déshonorant. Le problème, c'est quand c'est une découverte au bout de 20 ans, en réalité. C'est ça, en réalité. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai des couples qui se marient en connaissance de cause dans ce système et qui disent, nous, on veut fonctionner comme ça. Donc là, effectivement, c'est parfait. Le problème, c'est que effectivement, quand les gens se disent bon, moi j'avais mon patrimoine, par exemple, le cliché, c'est l'immeuble que tu achètes le matin avant de te marier, tu te maries l'après-midi, tu te dis je l'ai acheté avant de me marier, c'est à moi, mais en fait tous les loyers communs vont servir à rembourser, ça fait un transfert de valeur vraiment très important, et tu te retrouves au bout de 15 ans à te dire bah finalement on est 50-50 quoi. Alors, toi, tu as l'habitude de rencontrer ça tous les jours. Toi, ça c'est une base, toi, dans ton métier, tu vois? Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que trop souvent, je l'apprends aux gens qui sont déjà très établis dans la vie. C'est-à-dire que quand tu l'expliques à quelqu'un qui a été marié 30 ans et qui pensait être dans un autre système, effectivement, la prise de conscience, elle est assez brutale. Hein. Donc ça veut dire que, imaginons que, tu as, un entrepreneur qui s'associe avec, 3 copains, qui crée une boîte, mais cet entrepreneur, il est marié. Et imaginons que, je sais pas moi, il a des litiges, avec ses associés. Est-ce que son épouse aurait, le droit de dire quelque chose, sur la gouvernance ou sur la gestion de l'entreprise ou sur la partie patrimoniale du fait qu'il soit marié? Est-ce qu'il y a une autorisation à avoir, de quelconque mesure de sa part, pour que lui puisse agir? Alors, effectivement, bah là, c'est un enjeu aussi très important. Parce qu'il n'y a pas que la propriété, en fait, hein, dans un mariage, dans un contrat de mariage, il y a aussi l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire Mmh. que non seulement le contrat de mariage va servir à dire comment on partage les choses et dans quelle mesure, est-ce qu'on fait du 50-50, est-ce que c'est chacun de son côté, est-ce qu'on fait autrement, on peut faire les choses à la carte, c'est pas un problème, mais il y a aussi cet enjeu d'autonomie, d'indépendance, c'est-à-dire que quand tu es dans un système de communauté comme celui-là, où tu as structuré ton patrimoine avec une propriété commune, tu peux avoir à un moment donné où tu vas négocier un exit, hein, par exemple la cession de ton entreprise, à devoir aller récupérer la signature de ton conjoint si l'entreprise a été créée pendant le mariage. Donc tout dépend comment tu as structuré les choses. Et pendant le mariage, tu peux aussi te retrouver à devoir systématiquement proposer l'association à ton conjoint dans certains types de sociétés. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience parce que au-delà du fait de partager ou pas, il y a aussi pour les entrepreneurs cette volonté d'être, comment dire, maître à bord, autonome sur leurs décisions. Parce que si en plus de devoir gérer un conflit avec ses associés, on doit en plus gérer une différence de vision au niveau de son couple, on accumule quand même des sujets, des difficultés qui deviennent bloquantes en réalité. Donc c'est là que le notaire va intervenir en fait. Ça veut dire qu'en fait, ce contrat de mariage, il est là un peu pour, régir, ou en tout cas définir les règles du jeu, sur par exemple, voilà, j'ai cette entreprise, si je la crée dans le cadre du couple, eh bien, si elle se plante, c'est mon affaire, si elle réussit, c'est mon affaire. Ça pourrait être ça, ce qui irait dans le contrat de mariage. C'est ça, exactement, exactement. Et puis on peut dissocier le capital de l'entreprise ou alors les revenus qu'elle génère en disant le capital reste à moi, mais les revenus, je veux bien les partager. Euh, voilà, il y a des systèmes aussi, on peut l'apporter dans une communauté. Et puis, bah, si jamais on divorce, on la reprend à titre personnel, mais on veut bien la laisser à son conjoint si on décède, par exemple. Hein, on peut faire ce genre de choses vraiment. Mais en fait, en fait, il y a trois critères hein, quand on choisit un contrat de mariage. C'est comment on veut partager la richesse qui va s'accumuler pendant son union, quel degré d'indépendance on veut, parce que c'est vrai que quand on est dans un système de communauté, après, il faut être très aligné pendant son mariage sur les choix qu'on fait, parce que s'il y en a un qui veut prendre des risques, l'autre qui veut faire que vraiment du safe, eh ben, s'il faut la signature des deux, on arrive à un conflit qui devient insoluble. En réalité,
soit l'une est frustrée parce qu'elle ne peut pas faire son projet, soit l'autre est anxieux parce que finalement, il a laissé à contre-cœur son épouse se lancer dans quelque chose de risqué. Donc, il y a cet aspect d'autonomie, alors que si on met un mur en disant chacun a la responsabilité, ben déjà, on peut arriver à quelque chose de plus équilibré. Et puis, il y a aussi bah, le partage du risque également, parce que bah, ça peut donner à la fois de l'enrichissement, mais ça peut générer des difficultés. Donc, il faut savoir quelle est l'appréhension du risque de chacun. Et c'est vrai que plus on en discute, et plus on en discute en amont, mieux c'est. Parce que en Ouais, réalité, si on laisse les choses se faire et qu'on laisse les sujets de côté, des fois, les gens se retrouvent dans des situations inextricables où déjà il peut y avoir des blocages. Ça peut générer des fois, ça peut être à l'origine des fois de tensions, voire de séparation dans un couple. C'est possible. Et puis, ça peut coûter beaucoup plus cher aussi en termes fiscaux, en termes de frais pour faire bouger les lignes, changer de contrat de mariage après coup. j'imagine que, puisque tu parlais aussi des missions, du notaire, c'est aussi de gérer cette partie, de divorce. J'imagine que là, tu as dû en rencontrer des histoires. Parce que des gens qui se marient sur un régime et à la fin qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, j'imagine que les gens ne sont pas d'accord. Sauf qu'il y a des gens, j'imagine qui ne sont pas d'accord parce qu'ils imaginaient quelque chose de leur histoire. Sauf que la loi, bah, c'est la loi quoi, on peut pas aller outre mesure de ce que raconte la loi. Donc je sais pas si tu as des anecdotes à nous partager par rapport à ça? Oui, effectivement, pour un chef d'entreprise, en fait, c'est des difficultés qui sont exacerbées en réalité, parce que euh, bah, dans certains cas extrêmes de divorce très conflictuels, la séparation peut menacer la survie même de l'entreprise, parce que imagine un chef ou une chef d'entreprise, pour reprendre l'exemple précédent, qui a bien réussi. L'entreprise est commune. C'est elle qui a tout drivé depuis le début. Bon, on se retrouve à devoir la partager à 50% chacun dans le cadre du divorce. Donc, soit elle reste avec un associé passif qui va rien faire en réalité, soit elle le reprend, mais ça veut dire qu'elle doit trouver de l'argent pour payer la moitié de la valeur de l'entreprise. En plus, si ça se produit dans un moment où l'entreprise a quelques difficultés, on se retrouve à devoir peut-être vider la trésorerie de l'entreprise pour se verser beaucoup de dividendes qui vont être fiscalisés et pour que ça aille après au conjoint. Donc il peut y avoir une perte de valeur assez importante et puis ça peut provoquer quand même une forme d'immobilisme pour l'entreprise parce que on va plus être dans ses affaires, on va moins s'y consacrer de façon positive. Et donc tout dépend après du contexte. Ça peut être aussi un couple qui a mis l'entreprise qu'il a créée ensemble. Ils sont tous les deux dans la structure, ils se séparent. Et après, ça tourne à un pugilat parce que ils sont tous les deux à égalité, 50-50 tous les deux co-gérants ou co-dirigeants. Et donc, on se retrouve dans une situation où là, l'entreprise devient même plus un enjeu financier, c'est un champ de bataille en réalité. Tu sais, avant de discuter avec toi, j'avais la sensation que le contrat de mariage, c'est un truc où tu as pas confiance aux gens, tu vois? Tu te maries avec quelqu'un et tu es en train de dire: «Attends, coco ou cocotte, bon attends, en cas de pépin, c'est comme ça qu'on doit faire». Mais en fait, je vois un peu les choses un peu différemment au fil de la conversation. J'imagine ça un peu comme un espèce de pacte d'actionnaires, avec, dans une entreprise, tu vois? Avec des associés, ça c'est un peu un pacte de couple, tu vois? Heu, Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors 2 typologies, mon cher Olivier, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais tu me diras. Des conseils à donner à ceux qui veulent créer leur boîte, mais aussi à ceux qui sont déjà dans la création de leur entreprise et qui se posent quand même des questions sur le fait de se dire: «Bah, ça mériterait d'être, analysé un peu au peigne fin». Qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour, se sécuriser ou se rassurer sur l'avenir grâce à ça? Oui, parce que c'est vrai que le travers que peuvent avoir pas mal de chefs d'entreprise, on peut le comprendre, parce que ça va être déjà de se concentrer tout de suite, aller dans le business, ou alors s'intéresser
au droit uniquement sous le prisme de la fiscalité, à 100%, ou uniquement voir le droit comme un coût qu'il faut réduire au maximum, en réalité. Alors qu'en réalité, il faut quand même avoir une culture de l'investissement, alors pas forcément des montagnes d'argent, mais au moins se cultiver, en réalité, sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que déjà, l'entreprise que tu vas créer, pour créer une entreprise et puis pour la développer, tu vas créer une société. Donc cette société, son fonctionnement, il est défini par des statuts. C'est l'acte que tu vas signer. Alors, si tu commences seul, tu vas peut-être pas y prêter attention, mais déjà, si tu commences à deux, bah, ça devient un contrat, en réalité. Mmh. Et donc, ce contrat, c'est l'écrin dans lequel ton entreprise va se développer. Et donc, tu peux très bien développer un business bah, vraiment très florissant en ayant des statuts qui sont pas forcément très élaborés ou très adaptés à tes attentes, mais à un moment donné, parce que c'est l'effet du temps, mécaniquement, il va y avoir un événement où les statuts vont être lus, vont être appliqués. Ça va être un divorce, ça va être un conflit d'associés, ça va être un décès, ou une cession. Mais c'est des choses qui arrivent forcément. Il n'y a aucune entreprise qui soit en mesure d'y échapper. Et donc, en réalité, si tes statuts, tu ne te les as pas appropriés, tu n'as pas réfléchi, tu t'es pas projeté, mais il faut avoir quand même une capacité de se dire, voilà, si je me retrouve dans telle situation, comment je veux que les choses se passent. Hein, si demain, j'ai un associé à qui j'arrive plus à dire bonjour parce qu'on n'est plus aligné, parce qu'on n'a plus les mêmes visions, parce qu'il a arrêté de travailler ou je ne sais pas quoi, comment se passent les choses. Demain, si mon associé veut partir, comment se passent les choses? Est-ce que j'ai mon mot à dire sur la personne à qui il va vendre ses parts? Est-ce que c'est moi qui les rachète? Comment on fixe le prix, par exemple? Et donc, si tu n'as pas des statuts qui soient bien ficelés, bien développés, bah, tu prends le risque de te retrouver dans une situation où bah, soit le scénario n'est pas prévu, donc ça va être la place à des interprétations, et tu peux te retrouver dans des années de procédure avec un résultat vraiment très incertain. Alors que si tu as des statuts qui sont bien pensés, bien rédigés, même si ton associé, il est dans une optique de créer des problèmes, d'aller en procédure, dans la négociation, tu seras fort. Parce que ce qui est écrit, et tu auras de quoi lui dire, bon, fais une procédure si tu as envie de faire une procédure, mais par contre, moi, je suis solide. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Alors que si tu as des statuts vagues, c'est du 50-50, toi-même, tu vas pas te sentir solide pour imposer ton point de vue. Donc déjà, c'est d'avoir des statuts bien pensés et qu'on fait auditer régulièrement parce qu'en fait, ces préoccupations échangent. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que voilà deux sœurs qui sont associées, par exemple, tu vois. Et donc chacune a sa holding. Et puis au moment où elles ont créé leur holding, bah, chacune a pris 1% de la holding de l'autre. Hein, comme ça, 99,1 d'un côté, 99,1 de l'autre. Mais seulement si les statuts sont pas bien pensés et que celui qui décède, ses héritiers ont besoin d'un agrément pour intégrer la société, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a 1% va pouvoir dire aux héritiers de celui qui avait 99, vous ne rentrez pas dans la société, je reste tout seul, je vous indemniserai, on fera fixer le prix par le tribunal dans quelques années. Merci, au revoir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est chaud. Tu vois, moi j'ai 20 ans de métier, mais toi tu vas pas avoir cette lecture. Tu vas pas penser à ça. Je rebondis sur, 2 choses que tu as dit. Juste avant cet épisode, je tournais justement une masterclass avec, 2 avocates qui étaient vraiment, géniales, de Blast Avocate, donc une spécialiste en droit des affaires et une spécialiste plutôt en droit des contrats, RGPD. Et ce qui était intéressant, c'est, justement, on disait ça, enfin c'est elle qui me le disait, que généralement le poste de droit juridique, c'est celui que, bah, on veut pas, avoir parce que de toute façon, entre guillemets «ça sert à rien», tu vois? Ou alors c'est vraiment celui que on veut, réduire au minimum. Mais en fait,
c'est un peu une assurance, quoi, tu vois? En gros, tu mais en fait, tu payes la prime d'assurance, mais tu sais pas si un jour tu auras un accident. Peut-être que oui, peut-être que non. Par contre, le jour où tu as un accident, alors là, j'ai là quand même la sensation que tu es content d'avoir fait ça avant, quoi. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et il y a un impact direct sur la valorisation de ton entreprise et de ton patrimoine perso, parce que ton entreprise, c'est aussi ton patrimoine personnel. Et donc, si tu es dans une situation de faiblesse, en cas de problème, bah, ton entreprise, elle vaut pas 10, elle vaut 4, parce que tu vas pas être solide sur tes positions. Et du coup, même si, tu dois faire rentrer, je sais pas moi, des investisseurs ou tu dois, vendre ta boîte à quelqu'un d'autre. S'ils voient aussi que sur un peu la partie légale, tu pas trop carré ou c'est un peu bancal, bah, en fait, tu peux faire capoter un deal parce qu'ils vont te dire: «Bah, non», comme tu l'as dit: «Non, ça vaut pas 10, ça vaut 4». Ou alors, ils vont te dire: «Bah, non, on n'y va pas en fait, c'est trop chelou votre histoire», tu vois? Ah oui, c'est certain. C'est une culture qu'il faut avoir parce que eux, ils ont cette culture-là. C'est-à-dire que eux, ils Mmh. investissent sur ces choses-là. Eux, ils savent où ils t'emmènent. Ils ont leur matrice d'actes, ils ont leur process. Et c'est sûr que si toi, tu n'es pas en capacité de maîtriser ces aspects-là, tu as un grand risque en fait de perte de valeur, quoi. Ça m'amène à une question. Hem, Tu crées ta boîte et il arrive que, bah, tu décèdes, tu vois? Tu meurs. Bah, du coup, il se passe quoi en fait? Est-ce que c'est tes enfants qui reprennent la société? Mais je sais pas, imagine, ils ont, 4 et 5 ans, tu vois? Mm. Tu vois, c'est quoi le truc en fait? Comment ça marche? Bah, ça, en fait, bah, peut-être c'est la cause numéro un de mort des entreprises. C'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent avec leurs dirigeants, leurs fondateurs, Mmh. euh, alors que bah, ça pourrait être évité en réalité. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu décèdes, dans certains business, tu peux avoir, si tu n'as plus de capitaine à bord, de pilote dans l'avion, hein, pour employer une métaphore, tu peux te retrouver rapidement dans une perte de valeur pour l'entreprise parce que les clients vont paniquer, parce que l'entreprise ne peut plus fonctionner. Ça tenait beaucoup sur la personne du fondateur. Alors, dans certains business, effectivement, il n'y a plus de fondateur, il n'y a plus d'entreprise. Mmh. Donc là, c'est pas tellement le droit qui va résoudre le problème, ça va être une solution d'assurance. Par exemple, tu vas prendre une assurance homme clé où, voilà, si le dirigeant décède avant tel âge, l'assurance paye telle somme aux héritiers pour que les héritiers ne soient pas démunis et qu'ils puissent faire face à la fiscalité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand un dirigeant décède, l'administration elle prend une photo du patrimoine à la seconde où la personne est décédée. Si 6 mois après l'entreprise ne vaut plus rien, c'est pas le problème de l'administration. Il faut payer les droits sur la valeur au jour du décès. Ça veut dire que si un enfant, il a 10 ans, je sais pas moi, ses 2 parents, ils sont, associés, dans l'entreprise, imaginons. Donc si le dirigeant, il meurt et donc il était tout seul, il y a plus de boîte, on fait une photo du patrimoine à l'instant T et puis, l'enfant de 10 ans, bah, Il a 6 mois pour payer les droits de succession. Il a 6 mois. OK, mais du coup, dans ce cas de figure, qui c'est qui peut le faire à sa place? Parce que lui, à 10 ans, il peut pas le faire, j'imagine? Alors, si on n'a rien prévu, il y a tout un système judiciaire qui se met en marche avec une tutelle judiciaire, mais c'est pas des mécanismes qui se mettent en place en 15 jours, hein, ça prend des mois, et donc on se retrouve dans une mécanique où il peut y avoir une perte de valeur vraiment incroyable parce que le système il est avant tout conçu pour s'occuper de l'enfant sur le plan personnel, affectif, hein, entre guillemets, de sa personne, quoi. Il n'est pas du tout conçu pour rapidement prendre en charge son patrimoine, lui assurer un avenir et faire que quand il aura 18 ans, l'argent n'aura pas malheureusement fondu parce que les choses auront, auront périclité, quoi. Le système n'est pas conçu comme ça. C'est-à-dire que si on laisse faire les choses, il y a une possibilité pour que, alors peut-être pas qu'il se retrouve avec des dettes à 18 ans, mais peut-être avec rien. Ça aura, ça n'aura plus de valeur. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de prendre le taureau par les cornes
et de dire, voilà, donc si ça tient que sur moi, je prends une assurance homme clé, par exemple, pour qu'au moins il y ait un capital à mes enfants, s'ils sont jeunes. Après, on peut nommer aussi euh, une sorte d'administrateur de son vivant, c'est-à-dire on dit si je décède ou si je tombe malade, parce qu'il y a la maladie aussi, malheureusement, ou un Mmh. accident qui peut nous laisser 6 mois, eh ben, il y a tout de suite quelqu'un que j'ai nommé à l'avance et qui va prendre le relais et qui va faire que mon patrimoine, mon entreprise ne seront pas paralysés. Parce que la paralysie par une entreprise, bah, c'est comme la décapitation pour un être humain, plus de tête, ou pour une armée. Une armée, bah, si le général meurt, dans bien des cas, le chef meurt, l'armée n'a plus de commandement et n'a plus la possibilité d'opérer. Donc là, si de son vivant, on prévoit un plan où on dit telle personne, eh ben, ne serait-ce que par exemple pour faire un pont avec ton métier, approuver les comptes. Si tu n'as personne pour approuver les comptes, tu fais comment? Alors, du coup, prenons un autre cas d'usage. Imaginons que, je sais pas moi, tu as un couple qui est associé, dans la vie, qui est marié, qui est associé dans la vie et tu as un des conjoints, qui décède et l'autre, bah, il reste, bah, du coup, capitaine à bord. Tu sais, ils avaient 50-50 et heu et ils ont des enfants. Du coup, dans ce cas de figure, c'est quoi un peu, l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bah, celui qui reste, bah, il obtient toute la boîte, il partage la boîte avec ses enfants? Comment ça marche là? Alors, tout dépend de comment, bon, déjà de la composition de la famille. Est-ce que c'est une famille recomposée, par exemple? Parce que c'est pas la même chose. Est-ce que tous les enfants sont communs? Est-ce que c'est une première union, seconde union? Il y a plein de compositions possibles. De façon basique, pour les gens qui n'ont rien prévu de particulier, il y a une répartition qui se fait entre le conjoint et les enfants. Alors la répartition est différente en fonction de la composition familiale, mais voilà, il y a un partage qui se fait. Alors le partage, euh, il est ce qu'on appelle dans un système d'indivision, c'est-à-dire que chacun va avoir un pourcentage de la masse du patrimoine de celui qui est décédé. Alors, l'indivision, bon, bah, ça crée des pourcentages, c'est clair. L'inconvénient que ça peut présenter, c'est que ça crée une forme de dépendance entre les gens. Parce que si je te dis, il y a 3 immeubles, au lieu que chacun ait un immeuble, chacun va avoir 33% de chaque immeuble, ça veut dire que pour Ah la ouais! moindre décision, eh ben, il faut se mettre d'accord, etc. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas forcément de capitaine à bord. Alors, s'il y a une harmonie familiale, ça peut se gérer, mais l'indivision dans une famille où il y a des visions différentes, où il y a des tensions, ça peut être quelque chose effectivement de compliqué. Alors, il y a déjà le sujet de la répartition, c'est-à-dire comment on veut protéger le conjoint pour qu'il ait un maintien de ses conditions de vie, pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner, et qu'est-ce qu'on veut laisser aux enfants. Voilà, donc il faut déjà réfléchir à cet équilibre. Parce qu'en fait, Ça, c'est en amont ou ça, c'est à partir du moment où la personne, elle est décédée? bah, c'est mieux de le faire en amont. Parce que, Bien sûr. en réalité, si tu n'as rien prévu, c'est comme si tu vas au restaurant, tu manges le plat du jour, quoi. Si le plat du jour, il est pas, tu prends ce qu'il y a, et puis, alors que si tu réfléchis en amont, tu peux faire les courses, composer un menu avec des choix. Si je reprends l'exemple de l'approbation des comptes, ici, on a dit que, bah, il y avait de l'indivision, donc chacun a un pourcentage de l'ensemble du patrimoine. Donc si la boîte ça fait partie du patrimoine de la personne qui est décédée. Donc ça veut dire que si je suis associé avec, ma femme et j'ai, 3 enfants, un de 15, l'autre de 12 et l'autre, de 8 ans, et bah, du coup, est-ce que pour approuver les comptes, est-ce que moi j'aurais besoin de leur signature à eux, quoi? Tu peux le faire en tant qu'administrateur, mais est-ce que Mmh. le conjoint survivant est le père ou la mère des enfants? C'est pas toujours le cas. Donc sinon, tu te retrouves à aller chercher la signature peut-être d'un ex ou d'une ex, ou alors, en cas de litige, aller demander au juge, etc. C'est des procédures de tranchée. Donc pour éviter ça, tu peux de ton vivant, par des testaments, par des mandats, des choses comme ça, à construire une architecture où les choses vont fonctionner
vont s'imposer quelque part aux héritiers et ça va éviter un certain nombre de conflits et de situations bloquantes en réalité, parce que les blocages et les tensions, ça fait boule de neige. Donc ça veut dire que, la donation, c'est un des outils, ça justement pour, Alors, la donation, effectivement, ça fait partie des outils. Donc, tu as des outils de mandat de protection future si tu tombes malade, mandat à effet posthume si tu décèdes, où tu vas nommer un mandataire avec certains pouvoirs qui vont s'imposer aux héritiers. Il y a aussi la façon dont tes statuts sont rédigés, la gouvernance, c'est-à-dire qui a le droit de rentrer dans la société, est-ce que un tel, je peux lui fermer la porte, comment on l'indemnise, qui dirige, quels sont les pouvoirs. Donc il y a toute une architecture à bâtir en réalité si tu veux faire quelque chose de solide. Donc ça demande de la réflexion, de l'accompagnement pour que les choses soient bien pensées parce que au-dessus de tout ça, tu rajoutes une couche de fiscalité et une couche assez épaisse et en plus qui va créer des distorsions dans la famille. Je t'explique pourquoi. Sur une entreprise qui se valorise bien, tu peux avoir pour les enfants des droits de succession qui vont jusqu'à 40-45% et à payer dans les 6 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le conjoint, lui, il n'a pas de droit de succession. Parce qu'entre conjoints, si tu es marié ou pacsé, il n'y a aucun droit de succession à payer. Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui n'a pas la pression en termes de trésorerie de la fiscalité à payer, avec des gens des fois qui vont avoir 20, 30, 40% à payer sous 6 mois. Et donc ça peut gérer parce qu'après, les gens n'ont pas les mêmes agendas en termes de trésorerie. Donc, vis-à-vis des héritiers, il faut aussi préparer ce sujet de trésorerie. Il faut être en mesure de bâtir un plan pour que ceux qui ont des droits à payer aient les ressources nécessaires pour le faire dans les délais prévus par le Code général des impôts. Sinon, tu te retrouves dans une situation qui va générer des problèmes très importants. Et en plus de ça, si tu as su anticiper les choses et que tu as fait un pacte du trail, par exemple, pour une conservation familiale, tu vas pouvoir diminuer par 10 le montant des droits de succession. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient payer parfois 40 à 45% et qui finalement vont se retrouver à payer entre 0 et 5% de la valeur de l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose de très technique et il te faut plusieurs années de recul. C'est-à-dire que c'est très compliqué voilà, de se rattraper aux branches. On y arrive des fois quand rien n'a été prévu. Mais le mieux, c'est d'avoir bâti une stratégie avec un pacte du trail, des donations où les gens ont été sensibilisés, préparés. Comme ils ont signé des actes, on leur a expliqué pourquoi on le faisait, ils ont adhéré à la stratégie. Et là, s'il y a un problème, les choses, elles se passent beaucoup mieux que si les gens se retrouvent dans le bureau du notaire et puis qu'on leur annonce une cascade de mauvaises nouvelles en disant, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de pilote à bord, rien n'a été prévu, et puis finalement, il y a une facture qui arrive, préparez-vous. C'est vraiment des sujets que je dirais vitaux pour une entreprise. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à leur importance, leur diffusion au niveau de la connaissance dans la population est inversement proportionnelle. On ne se rend pas compte à quel point il y a un impact au niveau des familles de la valeur de son patrimoine. J'aimerais qu'on aborde un peu, l'histoire du testament. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais, dans quel cas pouvons-nous faire un testament? J'ai cru entendre qu'on n'a pas le droit de déshériter, sa famille ou alors, qu'on n'a pas le droit de changer les proportions de quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je raconte ou pas, mais qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Je crois que c'était l'histoire avec Johnny, je crois, je sais pas, il avait fait un testament où il voulait déshériter je sais pas qui. Ah oui, ça c'est une histoire ouais, ouais, emblématique, on va dire. Ouais, Et c'est vrai que, alors, un testament, c'est un document par lequel tu vas distribuer la propriété de ce qui t'appartenait à tes héritiers. Donc, soit les héritiers qui sont déterminés par la loi, soit des héritiers que tu souhaites privilégier. Donc après, il y a des
il y a des cas de figure à l'infini, hein. Ça dépend des gens qui te restent, des gens, parce que c'est pas forcément des gens. Des fois, les gens veulent défendre une cause, par exemple. Ouais, c'est clair, tu peux donner à une association une partie de ton patrimoine au moment où tu décèdes. Même là, il faut être très attentif, hein, à la façon dont on rédige les choses. Après, bah, ça va servir à protéger le couple dans beaucoup de cas. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier en couple, que tu es pacsé, enfin, moi je te conseillerais de jamais acheter en couple sans te paxer avec un testament. Parce que si tu restes avec en concubinage ou avec un pax sans testament, s'il arrive un malheur à l'un des propriétaires, sa part dans l'appartement ira à tout le monde sur Terre, sauf à la personne avec Sauf qui à il lui. est. Ouais, c'est ouf. Donc, des fois, tu te retrouves Incroyable. malheureusement à aller chercher des cousins à l'autre bout du monde qui n'ont jamais parlé à la personne qui est décédée, qui la connaissaient même pas et qui répondent même pas des fois au courrier. Pourquoi? Parce que ben, comme elle n'avait pas prévu de testament, la personne qui est décédée, eh ben, on doit aller chercher les personnes qui sont dans le code civil, mais c'est pas parce que tu es un héritier au sens du code civil que tu avais un lien avec la personne qui est décédée. Donc en fait, il faut faire attention à faire coïncider tes liens affectifs avec les liens que tu veux créer à ce niveau-là, au niveau de ton héritage. Euh, Après, ça sert aussi pour les couples mariés, hein. Je vais te donner un autre exemple. Le mariage, lui, par exemple, il crée des droits d'héritage automatiques au niveau du couple, contrairement au Pacs. Bon, mais ces droits d'héritage, c'est pas des droits, c'est pas un droit intégral. C'est-à-dire que si par exemple tu achètes en couple et que l'un des deux membres du couple décède sans avoir d'enfant, eh ben, il peut y avoir un partage entre les beaux-parents et le mari ou le conjoint qui est resté, en fait. Alors que les gens pensent naturellement, je suis marié, ça va aller à mon époux, à mon mari, mon épouse, etc. Ben non. Si tu te retrouves dans une certaine zone et que tu n'as pas fait de testament, eh ben, il y a un partage entre la belle famille, ce qui parfois ça peut être un choix, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais le problème, c'est quand c'est subi. Et trop souvent, c'est des choses qui sont subies, découvertes, parce que les gens n'ont pas eu cette démarche de se renseigner ou ils ont eu le renseignement, mais ils n'ont pas agi, en fait. Ça me met un truc dans ma tête, c'est que je me dis: «Purée, il y a tellement de situations différentes qui peuvent exister». Il y a vraiment des nœuds à se faire dans la tête, mais hem, en réalité, purée, tu vois, c'est en échangeant avec toi, je me rends compte purée, de l'importance, encore plus, hein, de ce que j'avais imaginé de toute façon dans ma tête, mais je me rends compte encore plus de l'importance de prendre ce sujet très au sérieux, en fait. Parce que c'est vrai que, on voit pas les problèmes arriver, mais c'est marrant parce que dans notre vie et dans notre entourage, tout le monde a eu une galère à un moment donné où on s'y attend pas. Et en fait, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, tu aurais quand même tendance à, bah, de pas t'en préoccuper, quoi. Parler de la mort, bon, vas-y, c'est un peu sujet, c'est un sujet tabou. «Oh, tu vas pas parler de ça», on met ça sous le tapis, mais en fait, ça peut arriver, vite, quoi. Tu vois? On sait jamais. De toute façon, la galère ultime qui est la mort, personne n'y échappe, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis, on va tous y passer, donc c'est clair et net que, quel que soit «l'âge» entre guillemets, bah, on va y arriver, quoi. C'est certain, c'est Heu, certain. Dis-moi, Olivier, qu'est-ce que tu aimes bien, toi, dans ton métier? C'est quoi qui te plaît dans ton quotidien? Bah, dans mon quotidien, en fait, c'est d'accompagner les gens, effectivement, sur des sujets qu'ils soupçonnaient même pas, et de voir les résultats des conseils qu'on a donnés. Tu vois, bah, par exemple, tu vois, ce matin, j'ai réglé la succession d'un jeune majeur, je crois qu'il devait avoir 19-20 ans. Bah, il y a 3-4 ans, il est venu me voir avec sa tante parce que sa tante voulait lui laisser, elle avait 2 appartements à Paris, elle n'avait pas d'enfants, elle est venue avec lui, elle a dit bah, je veux les léguer à mon neveu, et donc j'avais fait le testament à l'époque, ça faisait 4 lignes, mais eux, ils auraient été incapables de s'en occuper. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle savait qu'elle était malade, ou à l'époque, ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle a eu le temps de le faire,
elle a eu la démarche de le faire, ils ont pris rendez-vous, on avait fait ça sur le champ, et puis bah, aujourd'hui, voilà, il est reparti, il a gardé quelque chose de plus de sa relation avec sa tante. Je pense qu'ils avaient déjà une bonne relation, ça se voyait quand ils sont venus me voir il y a 3-4 ans. Et là, bah, il est reparti. Voilà, il a fait un prêt parce qu'il bon, il a beaucoup de droits de succession, hein, c'est quand même très taxé, mais voilà, il démarre dans la vie, il a deux petits appartements à Paris, quoi. Et donc, on voit directement le résultat de ce qu'on produit et on se sent utile. En fait, voilà, on se sent utile, on se dit, voilà, j'ai laissé une empreinte positive sur le monde qui m'entoure, quoi. Mais c'est pareil aussi quand je fais une belle donation avec toute la famille réunie. Voilà, on a travaillé des mois sur les statuts, le pacte du trail, la donation. On a fait toute une architecture. On signe. Voilà, on a tout expliqué, on a pris le temps. Tout le monde repart avec le sourire. Et on sait qu'après, ça va bien se passer. Et on sait qu'on laisse une bonne empreinte, en fait. Voilà. Ou alors, c'est accompagner des gens sur un projet immobilier où je sais que, voilà, j'ai réglé un problème et que bah, une galère que j'ai vue dans un autre dossier avec d'autres gens, je sais que eux, ils vont pas la vivre, par exemple. Ça veut dire que si, cette tante et cette tata lui avaient pas fait, ce testament, qu'est-ce qui lui serait arrivé à lui alors? Bah, elle avait des frères et sœurs au pays, donc c'est eux qui auraient hérité, quoi. Ah, c'est incroyable, tu vois? C'est marrant parce que tu as le pouvoir de changer un peu, les règles du jeu, en faisant les choses dans les règles de droit. C'est Donc, ça. c'est ça qui est intéressant et un acte comme ça coûte combien? Est-ce que c'est normé? Est-ce qu'il y a un prix fixe? Ou alors, c'est un peu aléatoire en fonction du temps de travail qu'il y a à fournir? Un testament de base, hein, entre guillemets, c'est-à-dire un testament sur lequel je vais pas passer des heures et des heures, c'est 180 euros TTC. Et donc 180 euros TTC, ça comprend la rédaction du document, c'est-à-dire qu'une fois que les objectifs, on me les a donnés, moi je vais le formuler d'une façon où je sais que ça va remplir les objectifs de la personne. Donc je le Mmh. retranscris. C'est pas du latin, mais c'est entre le français et le latin, quoi. C'est une langue bien spéciale. Euh, Après, nous, on le conserve en original à l'étude, le temps nécessaire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on a un coffre. Et on l'inscrit aussi dans un fichier national, parce que bah, si je suis plus là ou quoi que ce soit, bah, on sait que dans ce coffre-là, il y a un testament qui a été déposé à telle date. Oh bah, tu vois, c'est en fait, en gros, c'est pas cher payé pour la valeur que ça peut apporter. Ah bah non, Heu, c'est sûr. ouais, bah, c'est ouf. Ah, c'est ouf, c'est C'est ouf. sûr. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mon cher Olivier. J'aimerais aborder, juste, bah, 2 questions que j'ai notées au fur et à mesure de notre conversation. Heu, si je suis un entrepreneur et à l'issue de cet échange, peut-être qu'il peut y avoir des gens qui se disent: «Ah ouais, en fait, je pense que ça peut être intéressant que je me pose un peu la question sur, ma structuration, personnelle». Heu, quelles sont, i quelles sont les choses qu'il doit mettre en place? Voilà, il vient te voir, il dit: «Écoute, voilà ma situation, qu'est-ce que je peux faire pour être, accompagné, sécurisé?» Je sais pas, c'est une question un peu vague, mais c'est en mode, là, je sais pas trop, donc je me promène un peu dans le couloir et j'attends que tu m'interpelles pour me pour me dire ce que j'ai à faire, quoi. Déjà, il faut faire un audit de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire Mmh. qu'est-ce qu'on a comme patrimoine, dans quelle capsule il est logé, quelle est la société, quels sont les statuts, est-ce qu'on a une holding, pas une holding. Bon, parce que après il y a des fondamentaux hein, dans l'organisation d'un patrimoine professionnel. Donc après, ça va être donc quelle est la situation, de quelle base on part hein, au niveau de l'outil professionnel, au niveau de la situation perso. Est-ce qu'on est en couple, pas en couple, est-ce qu'on a des enfants, pas des enfants. Voilà. Donc il faut déjà savoir, parce que déjà rien que là, il peut y avoir un énorme décalage entre la pensée, la croyance du chef d'entreprise et sa situation réelle. Donc ça, c'est le point de départ. Après, la première chose, c'est d'avoir un entretien où on déblaye ça, on fait un petit état des lieux et je vais poser un certain nombre d'enjeux. C'est-à-dire quels sont les objectifs à moyen et long terme
et comment on pourrait gérer les choses si telle situation se présentait. C'est-à-dire, si je tombe malade, si je décède, si je me sépare, comment je vois les choses en fait. Et puis partant de là, après, on va être amené à bâtir un schéma où on va dire, voilà, il faut modifier les statuts à ce niveau-là, parce que avec les statuts, dans tel cas de figure, actuellement, ça fonctionne pas, donc il faut les redécouper. Et puis après, est-ce qu'on crée une holding s'il n'y a pas de holding, par exemple, hein, parce que la holding, ça permet après de faire circuler l'argent entre plusieurs projets, hein, entre plusieurs entités, sans repasser par la case dividende à chaque fois. Et donc, notamment en cas de cession, hein, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est pareil, si on envisage de céder même dans 10 ans, eh ben, plus on s'y prend tôt, et meilleurs sont les résultats. C'est-à-dire que les gens Mmh. qui s'y prennent 10 ans, 15 ans avant ont de meilleurs résultats que les gens qui s'y prennent 5 ans avant. Et les gens qui s'y prennent 5 ans avant ont de meilleurs résultats que ceux qui s'y prennent 6 mois avant. Et même ceux qui font rien et qui y vont comme ça. Donc voilà, c'est une question à chaque fois d'anticipation. Et donc c'est d'acquérir cette culture, en fait. Et puis après, les priorités, la situation, elle peut évoluer. Et c'est toujours avoir le réflexe de se dire, il faut que je fasse évoluer aussi mon outil, mon architecture, en fait. Parce que mon esprit, mes croyances n'ont aucun impact sur ces sujets-là. On peut croire des choses, on peut vouloir des choses, mais si on ne les concrétise pas, eh ben, en fait, c'est de l'énergie perdue et c'est de la valeur qui s'envole. Imaginons qu'on a, je reprends l'histoire du testament et imaginons on change d'avis. On a le droit de changer d'avis ou pas? «Ah bah non, Oui, en fait, mince, je me suis trompé, en fait, je veux plus lui donner, je veux le donner à quelqu'un d'autre ou alors, je veux repartir à zéro. oui, oui, bah tu peux faire un testament le lundi, l'annuler le jeudi, le remodifier le vendredi. C'est-à-dire que OK, ça tu, marche. tu, tu peux tu peux changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Bon, encore faut-il être en capacité de le faire, parce que des fois, ça ne prévient pas. Et c'est-à-dire que si tu as trop réfléchi, si tu as trop tardé, et que finalement, à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu es malade, où tu n'as plus la capacité de faire, où tu n'as plus le temps, bah après, c'est fini. Tu as perdu ta liberté d'action. Et donc, sur le testament, par exemple, j'ai des anecdotes amusantes. C'est que parfois, bah, il y a des neveux qui étaient sur des testaments qui ont perdu gros parce qu'ils avaient oublié de fêter un anniversaire. Et donc, Trop ouf! qui ont été enlevés. Donc, voilà, n'oubliez pas de fêter les anniversaires hein, de vos proches, hein, parce que hein, au-delà de l'aspect affectif, hein, ça peut coûter cher, quoi. Olivier, je vais clôturer par, quelques dernières questions. J'aimerais, si tu peux me partager aussi des anecdotes qui sont peut-être un peu moins marrantes, ou en tout cas des choses que tu as vécues qui étaient un peu difficiles dans ton métier, tu vois? Tiens, franchement, ça c'est pas le côté le plus soit c'est pas le côté le plus glamour ou alors, ça c'était une situation qui était un peu difficile à gérer et si tu peux nous faire un espèce de retour un peu dans l'intimité de de ta vie de notaire à certaines périodes ou en tout cas, je sais pas, quelque chose qui t'a un peu marqué, quoi? C'est vrai que des fois, au cours d'une journée, d'une même journée, tu vois des choses vraiment très différentes, quoi. C'est-à-dire que tu peux commencer la journée dans l'euphorie avec un jeune couple très mignon qui vient d'acheter, voilà, qui s'embrasse, qui se tient la main pendant le rendez-vous, adorable, il te remercie 50 fois en partant. Et puis après, tu peux te retrouver à, à finaliser un divorce sanglant où les gens s'insultent et ne veulent pas même rester dans la même pièce, quoi. Et tu te retrouves à faire des allers-retours entre deux pièces, Ah parce que ouais. si les gens restent dans la même pièce, ils s'insultent, quoi. Et comment on arrive à justement, à être un peu hermétique? Comment toi tu gères ce genre de situation? Parce que là, j'imagine que, heu, un job de notaire, à mon avis, il doit voir à la fois les meilleurs côtés et les pires côtés des humains, tu vois? Ouais, 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 tu vois beaucoup de choses. Alors, il faut pas devenir blasé. Je pense qu'il faut garder sa sensibilité, son émotion, mais quand même, tu vois, les gens souvent se disent: «Ah oui, le notaire, il est un peu neutre, il est un peu froid» mais en fait, c'est une posture qui est rendue obligatoire par la nature de ta fonction parce que
quand les gens viennent te voir, des fois pour la première fois, tu les as jamais vus, tu les connais pas. C'est obligatoirement une période où, tu vois, tu vas être obligé un petit peu de jauger la situation, leur façon de fonctionner et leur vie, quoi, tout simplement, parce que tu sais pas si les gens viennent pour se séparer, comment se passe la séparation, est-ce qu'ils ont perdu un proche ou quoi. Donc, si tu veux, avant que le vernis un peu s'enlève, tu es obligé quand même d'avoir une forme de neutralité dans ton attitude. Parce que si tu es trop terne, tu vas te dire, les gens vont dire, non, mais moi j'ai un bon projet à réaliser, lui, il m'a cassé mon délire. Ou alors, si tu es trop avenant, pour des gens qui viennent te voir après un deuil difficile, effectivement, tu vas te dire, c'est terrible, quoi. Il n'a pas d'humanité, il rigole alors que j'ai perdu quelqu'un. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à annoncer aux gens. Ou par exemple, il y a un enfant hors mariage, par exemple, dont les enfants ne connaissaient pas l'existence et où c'est toi qui leur apprends l'existence d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, par exemple, après le décès de. Donc ça, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on aime faire, c'est des moments difficiles. Ouais. La maladie, c'est dur aussi. Quand on a suivi des gens des années, qui tombent malades, ils savent qu'ils vont partir, on les voit décliner, et puis voilà, on prend des dispositions. Des fois, malheureusement, on n'a pas assez de temps, et puis on voit des fois l'anxiété pour ce qu'ils vont laisser derrière eux, quoi, comme difficulté. Donc, ouais, ouais, il y a des moments très, très intenses hein, sur le plan émotionnel. C'est pas du tout le métier chiant et administratif que les gens imaginent, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Là, je pense que tu dois aussi faire preuve de beaucoup de avoir une bonne aussi analyse de la psychologie parce que comme tu dis, c'est un peu, fin, tu vois? Une personne qui vient de perdre un proche, elle est, clairement, dans une phase où, chaque, signaux du monde extérieur peuvent être Mm. interprétés, dans des proportions qui sont un peu, différentes. Quelqu'un qui sourit alors qu'il sourit tous les jours, le voir sourire peut dire: «Attends, il est sérieux lui ou quoi?» Il peut se calmer, tu vois? Parce C'est que ça, hein. et en fait, il faut vraiment faire gaffe parce que tu es un peu sur le fil de rasoir sur ce genre de situation, quoi. Ouais, 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 il y a une forme de délicatesse. Et puis, une même situation, tu vas pas la gérer de la même façon en fonction de la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas tous le même rapport au risque. Donc, il y a Mmh. des gens, par exemple, à qui tu vas quasiment interdire certaines opérations parce que tu sais que ça va détruire leur vie d'investisseur, même si eux ont envie d'y aller. Et puis, il y a des gens qui te reprocheraient de les avoir privés d'une opportunité d'investissement parce que sur le plan légal, il y avait un sujet un peu épineux et c'est des fois il y a des discussions rudes aussi parce qu'il faut être capable d'imposer certaines choses à la clientèle, quoi. C'est pas toujours facile, hein. Merci infiniment pour cet échange. Je vais quand même te poser une dernière question, mon cher Olivier. Est-ce que tu pourrais, toi, avec toute cette expérience de vie, toutes les gens que tu as rencontrés, peut-être aussi ton expérience professionnelle, là, c'est un peu un moment un peu philosophique que je pose, toujours une petite question à la fin de chaque épisode. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que as finalement assez peu partagé, mais que tu pourrais partager aux auditeurs, des Geeks des chiffres? Quelque chose qui t'a, je sais pas, élevé, dans ta conscience ou t'as appris quelque chose pour être, quelqu'un de meilleur ou Moi, ce que j'ai appris dans mon parcours professionnel, c'est la patience. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, je voulais un peu tout de suite en termes d'évolution. Et en réalité, je ne sais pas si c'est la providence ou le destin, mais voilà, j'ai dû gravir chaque marche une à une. Tu vois, j'ai commencé stagiaire dans les études et j'ai pas sauté tout de suite en haut de l'escalier, quoi. J'ai fait chaque marche une à une. Il y a des étapes qui vraiment étaient pas toujours faciles, mais en réalité, sur le moment, j'avais l'impression que je stagnais, que j'y arrivais pas, ou peut-être que je perdais mon temps.
Mais maintenant que voilà que je suis arrivé quand même à mon objectif de départ, quoi, hein, qui est d'avoir mon entreprise avec mes associés, bah, je me rends compte que quand même tout le parcours que j'ai eu, parce que j'ai fait quand même 17-18 ans de salariat avant de m'associer, je commençais assez jeune, bah, en réalité, ça m'a quand même donné de l'assurance, de la confiance en moi. Et en fait, je trouve que dans une époque, sans faire mon ancien, hein, où on veut un peu cartonner tout de suite, tout de suite, je pense qu'il faut prendre le temps de construire son parcours et que on n'a pas à être frustré parce qu'on n'a pas été millionnaire à 25 ans et qu'on n'a pas créé la start-up valorisée 1 milliard, quoi. Et en fait, je pense que voilà, il faut prendre le temps de construire son parcours et voilà, faut être dans des projets où on s'accomplit à la fois financièrement, à la fois humainement aussi, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un métier aussi, moi, qui me procure beaucoup de satisfaction sur le plan humain et des relations et et du bienfait que je peux procurer à mes clients, quoi. Comme tu es chef d'entreprise, tu vois? C'est quoi un peu toi les indicateurs de performance que tu analyses justement, dans ta boîte? Parce qu'on est quand même sur le podcast Les Guides des chiffres et moi toujours je demande ça aux entrepreneurs, aux experts Ouais. comptables, on me dit: «Ouais, le cash, la marge et tout». Dans une étude, on analyse quoi comme indicateur de performance pour voir que, bah, c'est sur la bonne trajectoire? Ou en tout cas ça se passe bien? Tu veux dire l'entreprise ou Ouais, le non, la tienne, une étude comme ça, toi en tant que dirigeant, en tant qu'associé, on va dire, c'est quoi un peu les indicateurs de performance que tu analyses? alors, nous, on a plusieurs indicateurs. On a le nombre d'actes qu'on signe, hein, c'est-à-dire que voilà, on signe tant d'actes par mois, tant d'actes par an. Et après, une fois que tu as ton chiffre d'affaires à la fin de l'année, tu le divises par ton nombre d'actes et tu as ce qu'on appelle ton produit à l'acte. Et donc ça, selon ta zone géographique, en réalité, ça te donne un peu un indicateur sur l'axe de progrès que tu peux avoir au niveau des dossiers que tu dois essayer de développer dans ton entreprise. Si par exemple tu as un produit à l'acte en dessous de la moyenne de ton secteur, ça veut dire que peut-être tu dois développer le conseil avec la facturation qui n'est pas les actes notariés, ou alors que tu dois essayer de monter en gamme en termes de valeur de ce que tu traites comme dossier, c'est-à-dire des successions avec plus d'encours, des ventes immobilières avec des prix un peu plus élevés, parce que ça veut dire que par rapport à ton bassin d'exercice, tu es un peu en décalage. Au contraire, si tu as un produit à l'acte plus élevé, ça veut dire que tu as eu la capacité de développer un portefeuille de clients avec un potentiel économique très important et peut-être au-dessus de la moyenne. Donc c'est un indicateur de réussite, hein. On regarde beaucoup ça, notre tableau de bord, et puis comme on vit sur des signatures d'actes, ben, on a un plan de trésorerie, hein, c'est-à-dire qu'on a des charges au début du mois et on sait qu'il nous faut tant pour les couvrir à la fin du mois. Donc voilà, avec La vraie vie d'entrepreneur, quoi. ouais. C'est vrai que c'est un stress différent. Quand j'étais salarié, voilà, c'était une autre vision. En plus, moi, je me suis associé juste avant le Covid, le vendredi avant le confinement. J'ai eu quelques sueurs froides Tu m'étonnes. au début, quoi. Mais voilà, je suis très content d'avoir réussi à marier un métier qui me passionne avec cette fibre d'entrepreneur quand même que j'ai toujours eu, quoi. Un immense merci, Bah, c'est un plaisir, hein, merci, hein, parce que c'est quand même un podcast très renommé que tu as. je mettrai en tout cas, dans la description de cet épisode, ton compte LinkedIn. Écoutez, je vous le dis les auditeurs, je consomme assez peu en réalité de contenu sur les réseaux sociaux. Je produis du contenu, mais j'en consomme assez peu. Quand j'ai vu, un post et je me suis dit: Ah oui, c'est comme ça. «Ah», je me suis dit: «Ce mec est un génie. Qui est-il?
qui parle comme ça? Et j'ai vu notaire, je me suis dit: «Mais what? C'est quoi le délire?» Donc allez absolument regarder tes posts, ils sont ultra quali avec un copywriting vraiment stylé, mais aussi une valeur pédagogique qui est très forte et donc j'aime beaucoup, ce style-là. Donc je mettrai naturellement, en description de cette vidéo, les gens pour qu'ils puissent te suivre. Tu as à peu près 40 000 abonnés sur LinkedIn et donc c'est pour moi une belle découverte. En tout cas, merci pour tout, Olivier. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Mes chers auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, un merveilleux week-end, semaine, jour, nuit, après-midi. Kiffez la life. Et moi, je vous dis naturellement, belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions Duno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.